Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Bienvenue sur le podcast Checkpoint. Ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je reçois Vincent François à l'occasion des 50 ans du groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Vincent François a été négociateur au sein du GIGN et ce soir, j'ai beaucoup de plaisir à l'interroger pour qu'il nous explique comment est-ce qu'on s'engage dans la Gendarmerie nationale et comment est-ce qu'on trouve le chemin, la porte d'accès pour ensuite intégrer ce groupe qui fait rayonner la France au niveau international et comment est-ce qu'on devient négociateur. Vincent, merci de ta disponibilité. Bonjour, c'est à toi. Merci David, avec plaisir pour répondre à l'invitation et je vais faire mon possible pour être le plus précis possible dans toutes ces questions. Explique-nous, comment est-ce qu'un jour on se dit tiens, je vais rentrer en gendarmerie? Alors, comme il y a quelques années que ma vocation est née et que je me suis engagé en gendarmerie, je suis passé par mon service militaire. Mon service militaire que j'ai effectué en gendarmerie, j'avais déjà une vague idée, puisque les études n'ayant pas apporté une source de satisfaction chez moi, ou en tout cas un projet de vie intéressant, j'ai décidé de faire mon service militaire en gendarmerie. Et là, j'ai découvert un univers, un sens de l'engagement, et puis surtout un sentiment d'utilité et le sens du bien commun que j'avais identifié, mais qui n'était pas matérialisé dans ma pensée. Et donc, en voyant ces gendarmes effectuer des enquêtes, eh bien, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, au cours de mon service militaire, que j'ai décidé de passer le concours de sous-officier de gendarmerie. Super, donc j'entends trois mots très forts, le sens de l'engagement, avec tout ce que ça implique en termes de don de soi, don de sa personne. J'entends le sens de se sentir utile à la collectivité et de servir le bien commun, des notions très nobles qui pourraient aujourd'hui pour certains passer comme étant un petit peu désuètes ou conservatrices, mais qui font le cœur de ce qu'est un homme comme toi. Alors, de gendarme adjoint, tu passes le concours, tu deviens donc sous-officier de gendarmerie. Et alors là, comment est-ce qu'on découvre le GIGN? Et comment est-ce qu'on se dit ça m'intéresse et qu'on franchit là aussi le pas pour se dire je vais passer les tests? Alors, dans l'histoire et la découverte du GIGN, il y a bien sûr Marignane. Marignane, 94, décembre 94, 26 décembre 94. Je suis, cette époque-là, à Bergerac, en train de faire mes classes. Donc, je suis tout jeune gendarme auxiliaire, qui était avant le gendarme adjoint, même. Ça donne une précision sur mon âge. Et donc, je suis de garde le 26 décembre, lors de cette prise d'otage. Et c'est le premier événement mondial filmé où nous voyons le GIGN en action. Et donc, malgré tout, et surtout moi, alors que je suis tout jeune gendarme auxiliaire, je les vois monter à l'assaut et j'ai des étoiles dans les yeux sur ces héros. Ça, c'est le premier acte, en fait, qui m'a marqué avec le GIGN. Et puis, ensuite, eh bien, je suis intégré dans un PSIG. Et là, eh bien, il y a le Gen d'Info, qui est la revue interne de la gendarmerie, et j'ai toujours chez moi le Gen d'Info sur Marignane, qui avait été édité donc, dans les premiers mois de 95 de Suisse à Marignane. Donc ça m'avait marqué, j'avais lu ça avec intérêt en me disant, waouh, c'est fou ce qu'ils ont réussi à faire, et bon, les mecs, chapeau, quoi. Donc il y avait eu ce marquage et cet ancrage très fort dès le début de ma carrière en gendarmerie. Ensuite, j'intègre une école de gendarmerie suite à l'obtention du concours. Et puis, à la fin de cette année d'école, eh bien, il y a le choix des postes. Donc, deux choix possibles, soit aller en gendarmerie départementale, c'est-à-dire la blanche, ou la mobile, avec ensuite la possibilité d'aller en blanche. Étant donné que j'étais tout jeune, marié ou en passe de me marier, je choisis la gendarmerie mobile avec une destination commune pour ma femme et moi, c'est-à-dire Paris, puisque nous avions plus de chances de pouvoir nous retrouver géographiquement parlant sur Paris. Et puis, le hasard a fait que j'ai été affecté directement à Satory, donc Versailles-Satory, où le GIGN est basé.
Et c'est comme ça que j'ai pu découvrir, côtoyer le GIGN, les voir de loin, parce que j'étais en escadron classique, et les voir s'entraîner, voir les NORIA d'hélicoptères, les descentes en rappel d'hélicoptères. Effectivement, nous les côtoyions au quotidien, à l'époque les XM bleus, et les voir en combinaison au MES, ou etc. Donc là, forcément, ça a attisé ma curiosité. De façon concomitante, l'escadron n'était pas fait pour moi, je pense, en tout cas pas sur le long terme, puisque assez rapidement, j'ai eu un sentiment d'ennui en escadron. Et donc, je me suis dit, OK, deux solutions. Soit tu accélères, tu passes l'OPJ et puis tu vas en départemental pour intégrer une unité recherche, qui était initialement mon idée de carrière. Soit tu te bouges, tu te prépares et tu passes le concours pour entrer au GIGN. Donc après moult discussions avec ma femme, elle m'a dit, vas-y, Ok. entraîne-toi, bouge-toi et donne-toi les moyens pour entrer au GIGN. Ok, alors ça, c'était la question qui était en train de me venir aux lèvres, mais tu viens d'y répondre. Comment est-ce que on arrive le soir en disant à son épouse, jeune mariée, écoute, ma chérie, euh, j'ai un autre, un autre plan de carrière, et comment est-ce qu'on commence du coup presque à négocier dans une relation de couple qui n'a rien évidemment à voir avec une relation avec un forcené, mais quelque part c'est presque une première négociation pour toi. Alors, là, dans ce cadre-là, il n'y a pas eu de négociation avec ma femme. Il n'y a pas eu de négociation avec ma femme parce que c'est elle qui m'a poussé. Super. C'est elle qui m'a poussé à dire, écoute, là, tu es en train de t'assécher sur pied, je vais pas dire de mourir, mais de régresser, tu t'épanouis pas là où tu es. Alors, tu vas te donner les moyens et puis tu vas passer le concours. Et puis en Super. avant. Ça veut dire qu'effectivement, dans la vie, quand on commence à s'étioler et qu'il n'y a plus d'épanouissement, il faut avoir le ressort de se remettre en question et de se dire, bah, il faut que je fasse autre chose. Donc là, appuyé par ta femme, et c'est super puissant comme sentiment, puisque tu te sens du coup galvanisé, puisque supporté, tu te mets à t'entraîner. Alors l'entraînement, par rapport à ce que tu voyais du GIGN ou ce que tu avais pu comprendre, ou peut-être des tests qui étaient renseignés quelque part, c'est quoi? C'est physique, c'est mental, c'est moral, c'est un petit peu de tout, et comment on se prépare? Alors, à l'époque, là, moi, je suis en 98, presque 99. Il y a très peu d'informations sur les tests. À part les personnes qui ont passé les tests, mais il n'y a jamais eu d'émission télévisée sur les tests, il n'y a jamais eu de reportage. C'est quand même extrêmement fermé, même en habitant sur ce territoire. Et puis après, il y a toutes les légendes. Parce que les personnes qui passent les tests et qui échouent vont te décrire les tests comme étant une épreuve surhumaine. Alors que c'est très dur. Mais pour légitimer leur échec, c'est quelque chose Mmh. on va dire, que tu ne peux pas réussir. Mmh. Donc, j'ai très peu d'informations dessus. Très peu d'informations dessus. Moi, j'ai toujours été très sportif, mais pas à faire de la musculation, des choses comme ça. J'ai fait du tennis, j'ai fait la natation, un peu de sport de combat, mais pour le plaisir. J'ai eu un niveau régional en tennis, mais hop, voilà. Donc, il a fallu que je me prenne une préparatrice physique de telle sorte à avoir un entraînement qualitatif pendant plus d'un an en course à pied, en musculation, c'est-à-dire musculation spécifique, les tractions, les pompes, les abdominaux. La natation, j'étais plutôt un bon nageur, mais il fallait nager aussi de façon spécifique pour faire les 50 mètres apnée, pour faire le meilleur chrono possible sur 100 mètres, et puis après toutes les épreuves qui sont liées à la force des bras. Donc la première semaine de test est essentiellement physique. Mmh. Là, nous sommes 80, 100, et puis tout le monde passe sur la même épreuve. Donc ça peut être un parcours bras, ça peut être un parcours du combattant. Et puis à la fin de cette épreuve, en fonction du chronomètre, si tu es premier, tu as un point. Si tu es centième, tu as 100 points. Et Mmh. à la fin de la semaine, celui qui a le moins de points termine premier. Voilà. Et l'objectif, c'est de terminer dans les premiers, puisque simplement les 15-20 premiers sont gardés pour passer les entretiens. Et entre chaque épreuve, il y a des personnes qui viennent te parler, te discuter pour sonder ta motivation et ton état d'esprit et ta personnalité. Voilà comment se passe la première semaine de test, avec quelques tests, on va dire, de stress, Mmh. le saut de pont, la buse,
des parcours de nuit, des parcours dans la lacrymo. Bon, bah, voilà, des tests assez simples. Bon, bien sûr, quand on n'a pas forcément l'habitude de faire, c'est difficile de s'entraîner à cela, mais qui vont tester ton, ton courage, ton engagement et puis ta motivation aussi à faire cela. Et puis, tu dors pas super bien, mais ça dure une semaine, donc finalement, la rusticité n'est pas l'axe essentiel. C'est vraiment sportif. D'accord. Ok, donc là, première semaine. À l'issue de la première semaine, il faut être dans les 15-20 premiers pour espérer revenir en deuxième semaine. Alors, à l'issue de cette semaine, ça se termine par des entretiens. Les personnes préciblées passent un entretien. Donc moi, j'ai été préciblé, même si j'avais fait un début de semaine très mauvais au niveau des performances, parce que j'avais été malade le week-end d'avant, une somatisation du stress, je Mhm. pense. J'avais fait une gastro. Donc la première début de semaine de test avait été pas bon du tout. Et puis au fur et à mesure, au contraire des autres, je montais en puissance. Donc du coup, j'ai été convoqué pour les entretiens. Les entretiens se sont plutôt bien passés. Et j'ai été convoqué pour la deuxième partie des sélections qu'on appelle le prestage. Mhm. Ce prestage, il va durer 2 mois et demi. Heureusement, le prestage n'est pas à la suite des tests, puisque lors du test d'agressivité, je m'étais fait une petite fracture au pied. Et donc, du coup, j'aurais pas pu enchaîner sur le prestage immédiatement. Donc, nous avons eu notre promotion à terminer les tests au mois de novembre, enfin début novembre, et nous avons été convoqués début janvier pour le prestage. D'accord, donc, Là, il a fallu se réarticuler, se préparer pour le prestage assez rapidement. ok. Donc j'entends préparation avec une Ouais, préparatrice, si j'ai bien entendu. Donc ça veut dire qu'il faut, voilà, ça se prépare. C'est un vrai travail de fond. Les bras, la course de fond, l'apnée. J'entends 50 mètres en apnée. Ok, je vais m'entraîner un peu pour voir si je dépasse les 5 mètres 50. Et puis ensuite une semaine dense dans laquelle, avec une petite somatisation en amont, hop, tu arrives à monter en puissance. Et là, tu arrives à la deuxième partie d'épreuve qui est donc 2 mois et demi. tout à fait. Et là, pendant ces 2 mois et demi, qu'est-ce qu'on découvre? Si tu peux nous en parler, bien sûr, en passant sous silence ce dont nous n'avons pas besoin d'en connaître. Alors, ce qu'on découvre, ce sont surtout nos limites physiques, quelquefois mentales aussi, éventuellement, qu'on peut aborder. L'objectif, on va dire, des formateurs ou des encadrants, parce qu'ils ne nous forment pas beaucoup, même si on apprend, c'est de nous mettre en état de fatigue ultime le plus rapidement possible. Mhm. Donc, nous avions fait un calcul entre nous. À la fin de la première semaine, je crois que nous avions fait 11 marches co Ah oui, lors de la première semaine. Voilà. Donc, c'était matin et soir, mais c'était pas forcément une marche chronométrée, mais c'était vous revenez en courant avec vos sacs de 15 kilos, vous allez à tel endroit, tout en courant, bien sûr. Et puis, voilà. Donc, l'objectif, c'est de nous mettre en état de fatigue avancée le plus vite possible pour observer deux choses. Observer notre fonctionnement au niveau des autres, au niveau du collectif, si nous continuons à avoir de bonnes interactions avec les autres, notre état d'esprit, positif ou négatif, et puis également notre capacité à apprendre. Voilà. Voilà, c'est ça que l'on va observer. Le niveau physique, il part du principe que nous l'avons coché lors de la première semaine. Le niveau minimal physique. ok, Après, il sera toujours temps de nous entraîner si besoin. Donc, nous sommes beaucoup plus sur de la rusticité et une dimension mentale très forte pour le, d'accord, le prestage. ok. Alors, le prestage, ça n'est que l'ultime épreuve de sélection à l'issue de laquelle on est validé ou on n'est pas validé, j'imagine. Alors, nous sommes validés pour aller en formation. Ok, Mais ça veut dire qu'au niveau administratif, nous n'appartenons pas au GIGN. Nous d'accord, sommes toujours des candidats qui postulent à l'entrée au GIGN. Et au terme de ces 2 mois et demi, eh bien, nous avons là les résultats et nous sommes sélectionnés. Donc, pour notre promotion, on a été 11, ce qui était une grosse promotion à l'époque, à intégrer le GIGN pour 10 mois de formation. pendant ces 10 mois, on peut à tout moment ne plus faire l'affaire pour différentes raisons. Oui, ça a été le D'accord, cas pour une personne de d'accord. notre promotion. Donc c'est quand même extrêmement challengeant en termes de pression. Et alors, on va pas rentrer en détail de la formation. En plus, j'imagine qu'elle est plutôt confidentielle, donc on va rester discret. Ceci dit, une fois que la formation est finie, pardon, et qu'on est intégré au groupe, d'abord, j'imagine qu'on doit avoir un sentiment de fierté et d'appartenance très fort. Oui.
Et après, comment on embraye sur un cursus de négociateur? À quel moment est-ce que ça se dessine? Est-ce que tu as été, préidentifié avec des capacités, des compétences, en termes d'intelligence émotionnelle ou d'empathie, ou c'est venu après? Alors, pour devenir négociateur, dans le cursus classique, il faut avoir un minimum d'expérience. C'est-à-dire que moi, je suis rentré pour être opérationnel au GIGN. Mmh. La négociation est venue en deuxième temps comme une spécialisation. C'est-à-dire que j'ai été intégré à un groupe d'intervention, parce qu'à l'époque, c'était des groupes d'intervention, et ben, j'ai fait mes premières armes comme opérationnel, jeune opérationnel, pour créer de l'expérience. Et puis, il y avait des formations de négociateurs, puisqu'il y avait 2 à 3 négociateurs par groupe d'intervention. Et donc, bah, il y avait eu un déficit de négociateurs et j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir postuler parce que c'est toi qui postules. Tu dis, bah, moi, je suis volontaire pour être négociateur et ça a eu lieu 1 an après l'intégration. Donc, j'ai eu une formation à la négo qui a été, en fait, assez rapide par rapport à certaines personnes. Super. Ah J'ai c'est postulé, j'ai passé un entretien avec une personne qui faisait partie de la cellule de négociation. Et puis également, nous sommes observés en permanence en fait par les autres négociateurs qui sont déjà dans le groupe. Moi, dans mon groupe, il y avait déjà 2 négociateurs d'accord. qui exerçaient. Donc, bah, j'ai discuté avec eux et puis j'ai cherché de l'information et puis j'ai annoncé aussi à ma hiérarchie que j'étais volontaire pour me spécialiser dans la négociation. D'accord, alors, comment est-ce qu'on se forme à la négociation? Indépendamment, j'ai compris, de certaines compétences ou qu'on pourrait appeler en anglais soft skills, tu es tout de même identifié par tes pairs et tu fais encore une fois un acte d'engagement. C'est-à-dire, c'est toi qui déclenches l'acte et qui dis: «Ça m'intéresse». La formation, je sais Mm. que dans un autre groupe, français d'une autre maison, les gens, à une époque, étaient formés, si je dis pas de bêtises, mais tu peux me contredire parce que j'ai peut-être pas les bonnes infos, au SBA à Quantico. Est-ce que c'est l'équivalent pour la gendarmerie ou est-ce que la formation, elle est, totalement interne? Non, la formation est totalement interne et d'ailleurs puisque nous parlons du RAID et il n'y a pas de secret, la formation au RAID est également interne. Ils D'accord. ont eu, Laurent Combalbert a fait sa formation à FBI car c'était un des pionniers des négociateurs du RAID et certainement parce qu'il parlait anglais, il est allé en échange là-bas. OK. Les premiers négociateurs du GIGN ont fait des échanges avec les Belges Mmh. qui s'étaient formés eux-mêmes à Quantico. D'accord, Donc voilà. Mais après, il y a une internalisation de la formation. d'accord. D'une part, pour une matière de coût, je pense, mais aussi pour une question de préservation des modes opératoires. OK. Est-ce que, dans une dynamique de collaboration intelligente, de coopération en fonction de ce qui peut se passer, est-ce qu'il y a des convergences? Vous travaillez ensemble, le RAID et le GIGN, ou vos modes opératoires sont un peu différents par rapport au type d'intervention ou au secteur d'intervention? Alors le diplôme qui a été créé après ma formation de négociateur, euh, il y a eu une inscription au RNCP de la formation de négociateur de crise. C'est un diplôme commun, RAID-GIGN. OK, Donc, nous avons une base théorique commune. La seule chose qui différencie les négociateurs du RAID et du GIGN, c'est que le RAID s'autorise à recruter des négociateurs dans toute la police nationale, sans au préalable être opérationnel. Au GIGN, ce n'est pas le cas. Nous sommes d'abord opérationnels et ensuite, nous devenons négociateurs. d'accord. Nous prenons la spécialité de négociateur. Mais d'accord, c'est une spécialité, mais avant toute chose, on est, opérationnel du GIGN. Heu, Complètement. donc, tu es resté une dizaine d'années au GIGN, donc quasiment, si j'entends ce que tu m'as dit, presque 9 ans, en tant que négociateur. Comment est-ce qu'un négociateur, il se maintient en compétence, et qu'il essaye de s'améliorer au quotidien? Oui, au quotidien. Quel est le type d'entraînement qu'un négociateur doit diligenter avec ses pairs ou avec d'autres gens pour essayer de toujours, améliorer, son efficience? Alors, 80% du temps au GIGN est dédié à l'entraînement et 20%
à la mission ou aux différents stages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des exercices internes, individuels, collectifs. Il va y avoir des formations complémentaires parce qu'il y a une formation initiale avec validation opérationnelle, un deuxième niveau. Il y a des formations, on va dire, exceptionnelles. Il y a un intervenant du FBI qui est venu nous faire une semaine de formation en disant, bah, chez nous, on voit voilà les process et les techniques que nous utilisons, donc ce qui est très proche de ce que l'on avait. Il va y avoir des stages aussi spécifiques avec des intervenants extérieurs spécifiques. Et puis, nous allons aussi aller dans le milieu civil pour pouvoir nous former à des points très précis et très particuliers. Donc, simulation, entraînement technique, débriefing de mission, Mhm. tout ça va faire que l'on va s'entraîner toutes les semaines à la négociation aussi. Parce qu'il y a tout le reste au niveau opérationnel. Parce que là, nous parlons du négociateur opérationnel, celui qui est en section d'intervention. Mhm. Moi, ça, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et mes 4 dernières années, en fait, eh bien, j'ai été à 100% négociateur puisque j'ai intégré la cellule de négociation. Donc, D'accord, du coup, je ne partais en mission simplement en tant que négociateur ou en tant que responsable d'équipe de négociation. d'accord. Ok, donc il y a une forme de progression interne. Si nous le souhaitons, si nous le Si on le souhaitons. souhaite. OK. Selon toi, puisque ça va intéresser, les auditeurs, les qualités d'un négociateur, quelles qualités faut-il, avoir intrinsèquement? Est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'on les construit? Alors, tout peut être construit ou amélioré hein, avec l'entraînement et le travail. Ensuite, il y a une base. Si nous l'avons, bah, ça sera plus facile derrière d'augmenter son niveau en négociation. Pour moi, la première des qualités, c'est la stabilité émotionnelle. Stabilité émotionnelle, capacité à gérer son propre stress, ça va être important, surtout pour les négociations extrêmement sensibles. Ensuite, il va y avoir une qualité qui peut devenir une compétence, ça va être écoute. L'écoute, développer son écoute, sa curiosité intellectuelle aussi, c'est une qualité, mais ça peut se développer en matière de compétences. Et puis, l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir l'autre, voilà, et d'apprendre sur la nature humaine. Voilà, ça c'est quelque chose qui va être important en matière de négociation parce que les bases de la négo que nous avons, outre les techniques commerciales que nous pouvons connaître, c'est beaucoup sur la psychologie humaine. OK. Alors, quand on est négociateur, au GIGN et qu'on devient, on est dans la cellule négo, donc ça devient non plus sa spécialité, mais quasiment son action, à chaque fois qu'il y a une intervention. J'ai une question qui me taraude. Est-ce qu'on négocie tout le temps? Avec sa femme, avec ses enfants, au supermarché, au restaurant? Ou est-ce qu'on doit ou est-ce qu'on fait instinctivement une sorte de différenciation, entre le boulot et le reste? Alors, je, on négocie pas tout le temps parce que ça n'en vaut pas le coup, on va dire. Et puis même, il vaut mieux des fois ne pas perdre de temps. Par contre, nous avons des réflexes de communication comme l'écoute active qui sera permanente. Ensuite, ça va être des habitudes de communication sur le silence, sur les questions ouvertes, sur des choses comme ça où bah, naturellement, nous allons tous parler comme ça. Et je vais le faire avec mes enfants. Alors avec mes enfants, j'en fais un jeu de négocier avec eux ou de les mettre en déséquilibre en Mmh. disant est-ce que tu es vraiment sûr que tu as intérêt à faire ça? Voilà. Ça va être des questions comme ça plutôt que de leur dire non, tu fais pas ça, autrement ça va mal se passer. Ouais. Je vais plutôt passer par la question, dire est-ce que tu es vraiment sûr? Ou qu'est-ce que tu vas gagner à faire ça? Voilà. Donc, et là, la réponse, du coup, ça évite des tensions inutiles. Ouais, super. Mais du coup, là, c'est plus un terrain de jeu et naturellement, eh bien, de par ces habitudes de communication qu'on a développées de façon intrafamiliale, eh bien, ils le ressortent à l'extérieur. Et ça, c'est très amusant d'un point de vue parent de voir que, en fait, bah, les enfants sont des buvards et Mmh. vont du coup négocier sans négocier, mais voilà, avoir ces habitudes, ces réflexes de communication, Alors souvent on dit négocier, mais en fait, on communique avant toute chose. On essaie bien de sûr. faire quelque chose, mais on est d'abord dans la communication et les enfants sont des buvards, tu l'as bien dit. Et en fait, les techniques que tu as apprises, parce que tu les avais peut-être intrinsèquement et tu les as développées, améliorées,
en fait, c'est de la communication non violente et quand on commence à discuter avec, les contreparties, les parties, prenantes sur ce mode de conversation, c'est vrai qu'on évite le conflit. Donc c'est toujours mieux d'éviter le conflit plutôt que de rentrer dans une grosse négociation chrysogène qui ne va mener à rien qu'à perdre son temps à s'énerver. Est-ce que tu peux, avant qu'on aborde peut-être un tout petit peu, la situation internationale, est-ce que tu peux ou est-ce que tu as envie de nous évoquer un cas marquant qui t'a, inspiré ou tu t'es révélé ou qui t'a fait voilà, qui est le cas marquant pour toi de lorsque tu étais au GIGN? Alors, le cas, on va dire le plus marquant, j'en ai plusieurs, mais euh, ma première négo m'a marqué, bien sûr. Ma première négo m'a marqué parce que c'était un homme qui était retranché, instance de séparation, il était seul, il avait tiré sur sa femme qui était à l'extérieur de la maison au moment où nous sommes arrivés. Et il avait appelé pour dire qu'il allait mettre fin à ses jours. De toute Mmh. façon, sa vie était foutue, et qu'il avait tiré, il savait ce qu'il avait fait, etc. Donc, il était dans une démarche suicidaire très avancée. Et là, l'évaluation initiale sur les chances de réussite de la négo était faible, mais on s'est dit, aïe, c'est mal parti, surtout qu'il commençait à appeler des amis pour dire adieu. OK. Donc, la démarche du processus suicidaire était vraiment bien engagée. Il avait le moyen à portée de main, donc ça pouvait rapidement. Et donc, ce qui m'a beaucoup marqué et le sens de l'engagement était là, eh bien, c'est qu'on l'a appelé sur le chemin pour lui dire, écoutez, voilà, nous sommes en route, j'entends que vous avez envie d'en finir avec la vie parce que vous souffrez trop. Je vous demande juste une chose, c'est attendez-moi et nous discuterons ensemble après et après vous prendrez votre décision. Et en fait, la personne a accepté. La personne a accepté que nous arrivions et s'en est suivi une négo, des échanges. C'était un homme en souffrance qui avait fait un acte criminel, mais c'était un homme en souffrance et il a fini par sortir et à se faire interpeller. Et donc, c'était un fort sentiment de satisfaction pour moi et un plaisir immense en fait de se dire que le pouvoir des mots, de l'écoute, pouvait empêcher quelqu'un de sauter la vie. Et là, je me suis dit, waouh, c'est puissant ce truc-là quand même. Et puis c'est quand même cool de finir la journée en se disant, bon, bah, cette personne, même si là, elle va être sans doute hospitalisée, etc., euh, il va récupérer et puis à un moment donné, ça ira mieux, quoi. Parce que là, c'était un passage négatif de sa vie. Eh ben, Donc ça, merci. c'était, bah, c'en est encore un très bon souvenir, bien entendu. Super, merci pour ce témoignage très puissant sur cette expérience. Je rappelle, Vincent François, que vous avez été négociateur au GIGN pendant plus de 8 ans, sur une carrière d'une dizaine d'années. Alors, cette expérience que vous avez eu l'amabilité de nous partager résonne avec l'actualité internationale. Aujourd'hui, outre des négociations qui ont pu avoir lieu ou des tentatives de discussion entre l'Ukraine et la Russie, avec un certain nombre d'interlocuteurs dont on ne sait pas trop d'ailleurs si ça discute ou pas, si ça négocie ou pas, la situation internationale est crispée sur, selon les sources médiatiques, 130 otages qui sont aujourd'hui retenus dans la bande de Gaza. Alors, souvent, quand on discute ensemble, tu me dis celui qui commande ne négocie pas, celui qui négocie ne commande pas. Quelle est ton interprétation du grand jeu qui se passe en ce moment sur cette situation extrêmement complexe, si tu veux bien nous en donner nous partager un petit peu ton avis. Alors la problématique avec les otages de Gaza, c'est qu'il y a des informations qui sont transmises, mais de manière médiatique et parcellaire. Donc vous dire c'est la bonne ou c'est pas la bonne, ce serait présomptueux de ma part, parce qu'on n'a pas les tenants et aboutissants, et puis on a une fiabilité de l'information. Par contre, ce qui m'interpelle, c'est un double discours ou un double langage de la part d'Israël. C'est-à-dire, il faut absolument sauver les otages et en même temps, on mène des actions de guerre contre le Hamas. Euh, ça, bah, c'est quelque chose qui, pour moi, en tant que négociateur, est incompréhensible et est contre-productif quant à la libération des otages. Donc, c'est pas un discours clair vis-à-vis de l'autorité. Donc, moi, ça m'interpelle d'avoir ces discours et puis d'autres discours médiatiques
par personne interposée, ou alors des États interposés. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est possible de sauver les otages? Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Ça, on ne le sait pas. Est-ce qu'ils ont des preuves de vie? Mhm. Peut-être qu'ils ont des preuves de vie, mais peut-être pas. Est-ce qu'il est préférable, et là, il n'y a aucun jugement de ma part, de ne pas négocier et de simplement donner un assaut? Ce sont des choix stratégiques et je pense que ces choix politiques sont très ambivalents au regard de valeurs, la valeur humaine, la valeur des vies humaines qui est donnée en Israël. En fait, ce que Donc tout j'entends, ça, oui, ça pardon. va. Ils sont pris, je pense, les politiques israéliens sont pris dans différentes problématiques. La problématique numéro une avec le Hamas, l'envie de raser le Hamas. Problématique politique interne, c'est-à-dire que si nous fait ça et que l'on ne sauve aucun otage au niveau des élections, qu'est-ce que ça va donner? Et puis des problématiques internationales également. Donc il y a beaucoup d'enjeux cachés, affichés, qui rentrent en ligne de compte et qui brouillent la stratégie pour sauver les otages. C'est-à-dire que ce que j'entends, c'est que l'otage, à un moment, malheureusement, de son statut d'otage peut le faire devenir un enjeu politique ou, enfin un enjeu. Il y a des décisions politiques qui vont être prises et qui seront peut-être au détriment de l'otage quand on sort du cadre de la discussion, communication, négociation, qui reste à un niveau, on va dire, opératif. Si ça prend trop d'ampleur stratégico-politique, ça devient plus compliqué. C'est un peu ce que j'ai l'impression de découvrir avec ce qui se passe sur cette situation. Et complètement, voire même dans certaines situations, je ne parle pas forcément de Gaza là, hein, dans ce que je vais évoquer, dans certaines situations, si on va dire l'homme politique décide d'appliquer un message de fermeté, il peut mettre de côté la partie négociation Mmh. pour simplement affirmer son autorité aux yeux, d'une part, de son électorat et on va dire interne au pays et à l'externe, et donner un assaut alors qu'il y a une possible négociation avec les preneurs d'otages. Mmh. Donc ça, c'est tout à fait, ça a déjà existé, ça existera toujours. Ouais. Et là, ce sont pour des intérêts. En fait, c'est pas pour le bien commun, c'est pas pour le bien de l'otage, c'est pour le bien de l'homme politique ou de l'image qu'il veut donner du pays Mmh. au travers du monde. On voit donc bien toute la difficulté, toute la sensibilité, toute la complexité lorsque le niveau, politico-diplomatique s'en mêle. Sur toutes les situations Exactement. d'otages, quand ça monte trop, il y a un moment où il y a tellement d'enjeux politiques que ça peut être contre-productif pour l'otage. Très bien, mais écoute, merci pour ces discussions et puis ces éclairages sur ta carrière, ton cursus, cette expérience extrêmement passionnante que tu as bien voulu nous révéler. Alors aujourd'hui, avec un de tes collègues anciens négociateurs du GIGN, vous avez créé une société qui s'appelle Section N et vous diffusez votre message, vous formez les chefs d'entreprise. Tu peux nous expliquer un petit peu quelle est l'activité de cette société que vous avez montée ensemble? Effectivement, alors j'ai eu une expérience de 10 ans seul dans ma société, et puis là, nous venons de créer avec un autre ancien négociateur du GIGN, qui vient de sortir du GIGN, Xavier Doucet, une société en commun où nous formons et accompagnons des personnes qui ont besoin de nos services en matière de négociation. C'est-à-dire que nous intervenons sur les 10-15% de négociations difficiles Mhm. qui nécessitent une méthode, une organisation particulière ou un comportement particulier pour résoudre ces situations. Donc, soit au travers de la formation, soit au travers de certains mandats de négociation ou en accompagnement, en backup de ces dirigeants qui ont un rôle de négociateur, ce qui va leur permettre de gagner en efficacité et puis résoudre le mieux possible avec un gain financier au bout, puisque souvent le temps c'est de l'argent ou un procès, éviter un procès c'est bien aussi de temps en Mhm. temps. Super. Comme disent les Américains, il vaut mieux un bon accord qu'un mauvais procès. Exactement. Un bon arrangement plutôt qu'un mauvais procès. Vincent François, merci beaucoup d'avoir passé cette presque un peu plus d'une demi-heure avec nous. Un livre à recommander peut-être pour découvrir un petit peu tout ça. Alors, un livre, le livre euh, qui me vient en tête, alors il y a effectivement Ne jamais couper la poire en deux, qui est rempli d'anecdotes, qui est Ouais, amusant, ouais. mais
qui, à mon sens, manque de structure, de méthode. Euh, un livre que j'ai beaucoup aimé, qui est écrit par François Délivry, c'est Le pouvoir de négocier. Le pouvoir de négocier, qui va être en fait l'analyse de la négociation par le prisme de l'analyse transactionnelle. Ok. Et donc, il va donner vraiment des points particuliers, des exemples très précis qui, moi, m'a beaucoup parlé lorsque je l'ai lu. Et là, en te disant ça, j'ai aussi un autre livre qui me vient en tête, qui est une synthèse, qui est vraiment une synthèse, mais qui est toujours d'actualité. C'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Super, bah C'est écoute, vraiment étonnant. génial. Nos auditeurs apprécieront ces deux références livresques, Le pouvoir de négocier et Comment se faire des amis. Vincent, je sais que tu es très occupé, je ne vais pas te prendre plus de ton temps. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle nos éditeurs nous écouteront. Encore merci de ta disponibilité et bonne continuation et longue vie à Section N et amitié à Didier Doucet. Merci, au plaisir, David. Salut Vincent. Bonne soirée. Au Ouais, bye revoir. bye, au revoir.